Bonjour à toutes et à tous. Merci à Emmanuel et à son équipe de leur confiance renouvelée. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une question qui m'a toujours paru extrêmement délicate, celle de l'impact de certaines maladies neuroévolutives et de la maladie d'Alzheimer en particulier sur l'identité personnelle. Qu'est-ce qu'il reste de l'identité de la personne, de son intériorité, de son être profond, quand la personne a des troubles cognitifs chroniques, sévères, progressifs? C'est une question, je crois, que tout le monde se pose, les aidants familiaux, et je suivrai au début de mon analyse des propos à la fois de Michel Malherbe et de Jean-Pierre Vernant, qui sont deux philosophes qui ont accompagné leur épouse dans la maladie. Donc c'est une question que se posent évidemment les aidants familiaux, c'est une question que se posent aussi, on le verra, les professionnels. Et je crois que si on est honnête avec nous-mêmes, c'est une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que serait ma vie si j'étais atteint de troubles cognitifs importants? À quoi cela ressemblerait? Est-ce que je voudrais encore vivre avec de tels troubles? Comment je me représente la persistance ou la non-persistance de moi-même dans cette situation? Et ne vous y trompez pas, les personnes malades elles-mêmes se posent la question. C'est central dans beaucoup de leurs propos. Il y a un livre fameux d'une Australienne qui s'appelle Christine Bridden, qui s'intitule « Who will I be when I die ?» Qui serais-je lorsque je mourrai? Wendy Mitchell, une malade britannique, a un blog qui s'appelle « Quel moi suis-je aujourd'hui ?» Et donc cette question de l'identité est centrale et je vais essayer de la traiter avec les moyens de la philosophie, avec les moyens des paroles des personnes que j'ai rencontrées au cours de ces dernières années et au moyen d'un film que certains d'entre vous ont peut-être vu, qui s'appelle « Still Alice », toujours Alice. Le rôle principal est interprété par Julianne Moore. Ça lui a valu un Oscar, un BAFTA, un Golden Globe de la meilleure actrice. Julianne Moore interprète le rôle d'un professeur d'université new-yorkais, spécialiste de linguistique, mondialement connu, qui découvre à peu près à l'âge de 50 ans qu'elle est atteinte d'une forme précoce, familiale, génétique, héréditaire de la maladie d'Alzheimer. Et le film montre l'évolution de la maladie, la manière dont Alice et ses proches réagissent. Est-ce que certains d'entre vous ont vu ce film? Est-ce que ceux qui l'ont vu veulent bien lever la main? Bon, d'accord. Alors, en un premier sens, la maladie d'Alzheimer paraît effectivement anéantir progressivement l'identité personnelle des personnes malades. L'identité entendue en ce sens que elle est ce qui fait que chacun de nous est unique, qu'il est et qu'il reste la même personne au fil du temps. Et de ce point de vue-là, le film le montre très bien. Le début du film, c'est une apothéose. Alice Holland, à la fois, est invitée à l'autre bout du pays. Elle travaille à New York. Elle est invitée sur la côte ouest pour y faire une conférence. Elle fait une conférence sans notes, elle fait rire son public, elle est brillante, et la scène juste après, elle fête ses 50 ans avec sa famille, elle est heureuse dans son couple, elle est heureuse avec ses enfants, elle est au sommet de sa vie et de sa carrière. Et tout le film se présente comme, peut être interprété, en tout cas, comme un long déclin d'une femme brillante qui tout à coup a une série de pertes. Elle ne parvient plus à se repérer sur le campus, elle a une perte de mots, elle a de plus en plus de mal à assurer ses cours, elle perd son statut, son rôle social, elle perd, semble-t-il, progressivement ce qui fait d'elle Alice, ce qui la définit à ses yeux et aux yeux des autres. Et c'est effectivement une lecture de la maladie que l'on constate souvent comme une série de pertes. Il y a une scène extrêmement poignante au début du film où Alice réveille son mari. Une scène poignante parce qu'elle finit dans les cris et les larmes, et Alice lui dit « Mon cerveau est en train de mourir et je suis en train de perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé toute ma vie. »
Je suis en train de perdre tout ce pourquoi j'ai travaillé toute ma vie. C'est pas au sens de l'avoir, c'est pas au sens de j'ai des souvenirs que j'ai essayé d'accumuler et que je suis en train de perdre. C'est au sens de l'être. Elle est en train de perdre toutes les facultés, toutes les aptitudes, tous les talents qu'elle a mis des années à développer. On ne devient pas une universitaire de ce niveau-là sans travailler. Elle a sacrifié des choses, elle a sacrifié du temps qu'elle aurait pu passer avec son mari ou avec ses enfants. Et elle a on a un sentiment que la maladie atteint là l'essence singulière d'Alice, et on a un sentiment d'altérité. Dans mes bons jours, dit-elle, j'arrive presque à passer pour une personne normale, mais dans mes mauvais jours, j'ai l'impression de ne plus me retrouver. J'étais caractérisée depuis toujours par mon langage, mon intellect, ma facilité d'élocution, et aujourd'hui, par moments, je vois les mots suspendus devant mes yeux, et je n'arrive pas à les attraper. Je ne sais plus qui je suis, ni ce que je peux perdre encore. La maladie, je vais passer vite sur ce point, mais paraît aussi anéantir ce que les philosophes appellent l'agentivité ou le caractère au sens philosophique. C'est le fait que chaque individu, chacun de nous, est porteur d'un certain nombre de valeurs, de choses auxquelles il est attaché, de choses qu'il considère comme importantes d'avoir dans sa vie, de choses à quoi son estime de lui-même est liée, ce qui lui permet de prendre des décisions, ce qui lui permet de choisir un genre de vie, de choisir un métier, de choisir une carrière, de choisir une vie. Ce que le philosophe américain Ronald Dworkin traduit en disant que tous et toutes, nous avons des intérêts immédiats, des choses qui nous plaisent et nous déplaisent, et puis des intérêts critiques, des choses auxquelles nous tenons. Et sa thèse, c'est que très vite, dans la maladie d'Alzheimer, les personnes n'ont plus d'intérêt critique, elles continuent d'avoir des intérêts immédiats, des choses qui les inquiètent, des choses qui les rassurent, des choses qui leur créent du confort ou de l'inconfort, mais elles n'ont plus d'intérêt critique parce qu'elles n'ont plus la vision de leur vie comme un tout, d'un passé lié à un présent, lié à un futur. Donc elles continuent d'avoir des choses qui les inquiètent ou qui les rassurent, et il faut pour cette raison les traiter, dit Dworkin, avec compassion et humanité. Mais, dit-il, elles n'ont plus, on ne peut plus dire qu'elles ont et qu'elles agissent d'après un caractère. Et donc, quand on a à prendre des décisions, il faut se référer à ce que la personnalité antérieure souhaitait, à ce que le moi compétent aurait souhaité. C'est ce qui fonde notamment le recours à des directives anticipées, où une personne compétente décide à l'avance pour elle-même la façon dont elle souhaiterait que les choses se passent, ce qu'elle accepte ou ce qu'elle refuse par anticipation. Enfin, c'est une maladie qui paraît anéantir la conscience de soi, ce qui n'est pas étonnant compte tenu des rapports étroits entre l'identité, la conscience et la mémoire. Vous le savez, depuis Locke, en tout cas, dans la tradition philosophique, ce qui fait que je suis aujourd'hui, ici, la même personne qu'à Aix lors de la première université d'été, ce qui me définit comme individu au fil du temps, c'est la relation de continuité psychologique que j'entretiens avec mes moi passés. La mémoire, ma mémoire, conserve le récit de ma vie. Il est en sens garant de la persistance de mon identité dans le temps. En revanche, quand il y a des troubles importants de la mémoire, ça peut menacer cette continuité psychologique et ce souvenir, cette unité de la conscience. Francis Eustache et Marie-Lou Eustache ont montré notamment que dans la maladie d'Alzheimer, vous avez à la fois une amnésie antérograde qui empêche de former de nouveaux souvenirs, ne mémorisez pas les événements qui vous arrivent, et en même temps vous avez une amnésie rétrograde qui vous prive progressivement de vos souvenirs anciens avec un gradient temporel. Au début, vous gardez vos souvenirs très anciens, c'est les épisodes récents que vous oubliez, puis plus la maladie avance, plus les souvenirs disparaissent. Au début du film, Alice est capable de se remémorer avec son mari le moment où ils se sont rencontrés, leurs premiers ébats, le moment où ils ont pensé avoir des enfants, le début de leur carrière, quand ils ont emménagé dans leur premier appartement. Et puis à la fin du film, ils sont en train de prendre une glace à New York. Il y a l'université de Columbia juste à côté, qui était tout pour Alice, qu'elle ne reconnaît plus. Elle dit « on dit que j'ai été une bonne enseignante ». Elle ne la reconnaît plus, elle ne s'y intéresse plus, comme si elle avait perdu cette continuité. Et vous avez, à des stades encore plus avancés, on ne le voit pas dans le film, mais vous le savez, que vous êtes aussi parfois confrontés à des personnes qui se croient à une époque antérieure de leur vie. Elles se croient à l'époque
des souvenirs qui sont les plus présents à leur mémoire. Et un certain nombre de neuropsychologues ont montré que si vous montrez à une personne atteinte de troubles cognitifs avancés des photos d'elle aux différents âges de sa vie, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, il arrive que la personne se montre à 30 ou 40 ans, voire encore plus jeune, qu'elle dise que la photo d'elle à 60-70 ans, c'est une cousine. Donc elle ne s'identifie plus à cette période-là. Et ça m'est arrivé de rencontrer, notamment en moyen séjour, souvent en fin de journée, des personnes avec des troubles cognitifs qui devenaient un petit peu agitées. Et quand on va discuter avec elles, elles vous disent soit je dois aller chercher mes enfants à l'école, soit je dois rentrer à la maison, ma maman m'attend, comme si elles se croyaient à un autre moment de leur vie. Donc cette triple fragilisation de l'identité, elle donne le sentiment de personnes qui sont de moins en moins présentes à elles-mêmes, aux autres, au monde. Elles sont perdues dans les lieux, elles sont perdues dans le temps, elles semblent en tout cas perdues dans les lieux, perdues dans le temps. Elles ont des difficultés à reconnaître les visages. C'est difficile à vivre pour les aidants. Dans un groupe animé par Jean-Luc Noël il y a quelque temps, il y a une aidante qui nous a dit « Moi, je vis avec un homme sans passé, pratiquement. C'est-à-dire qu'il a certains souvenirs d'enfance qui restent, ses souvenirs de vie militaire qui restent, mais à part ça, tous les voyages qu'on a fait ensemble, rien, rien, rien. » Et ce qu'elle exprime là, c'est le fait qu'elle ne peut plus partager ce que Alice fait au début du film. Elle n'a plus cette mémoire commune avec son époux de leurs souvenirs communs. Du coup, un certain nombre, c'est à la fois une représentation commune que beaucoup de personnes ont de ces maladies et quelque chose qui a été thématisé philosophiquement par Michel Malherbe dans son livre Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance, où les stades avancés de la maladie d'Alzheimer, les stades très sévères, sont comparés à une forme de mort psychique, à une forme de mort dans la vie. Certains parlent de deuil blanc, et à la fin du film, le mari d'Alice, John, dit « Nous devons nous souvenir de qui était Alice. Alice n'est plus, alors qu'elle est à quelques mètres d'eux sur le canapé. Nous devons nous souvenir de qui elle était, nous devons honorer la personne qu'elle était. » Donc c'est non seulement un sentiment d'altérité, mais c'est un sentiment d'absence. Et il y a une très belle thèse de sociologie qu'on a primée l'an dernier à la Fondation Médéric Alzheimer, de Lucie Le Chevalier-Hurard, qui montre que ce fait pour les professionnels, notamment pour les professionnels qui sont au contact direct et immédiat des personnes, les aides-soignantes, les auxiliaires de vie, travailler auprès de personnes qui donnent le sentiment d'être absentes est ce que Lucie Le Chevalier appelle une épreuve de professionnalité. L'absence semble atteindre la possibilité même d'une relation de soins, car pour une grande partie des professionnels, c'est la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec les personnes qui sont au cœur de leur métier. C'est ce qui donne sens au métier d'aide-soignante ou d'auxiliaire de vie. Et elles revendiquent, quand on leur demande le travail qu'elles font, elles revendiquent de faire, à juste titre, de faire un travail relationnel. Et ce sentiment d'absence, ce brouillage de la communication, notamment verbale, est vécu comme une forme de mise à l'épreuve de leur identité professionnelle. Il n'y a pas de fluidité dans la relation, il peut y avoir le sentiment d'une absence totale de relation. Il est ailleurs, il est loin, et elle souffre de travailler à l'aveugle, elle guette une réaction. Vernant nous l'explique, et il explique pourquoi c'est difficile. Il dit la chose suivante, je cite, « Pour nous, les êtres sont ce qu'ils sont psychiquement et intérieurement. Ils existent dans le rapport qu'on a avec eux. C'est ce rapport qui nous ouvre la voie vers leur intimité, leur existence personnelle, leur intériorité. Quand tout cela est coupé, c'est d'une certaine façon la mort intérieure avant la mort qui, chez le vivant, atteint cela même ou une grande partie de ce qui fait qu'à nos yeux, les êtres sont ce qu'ils sont. » Vous retrouvez la conclusion philosophique de ça dans l'ouvrage de Michel Malherbe, qui a accompagné son épouse et qui a essayé de trouver
une forme de remède ou une forme de soulagement dans la pensée philosophique de son expérience. Michel Malherbe dit que la vraie question, c'est pas est-ce qu'elle te reconnaît encore, est-ce qu'elle me reconnaît encore. La vraie question, dit-il, et il a conscience d'être assez provoquant en le disant, c'est est-ce que je la reconnais encore, à la fois est-ce que je la reconnais encore comme la personne singulière qu'elle était, et comme quelqu'un avec qui on peut entrer en relation. Je le cite. « Quand le corps seul est affecté, on se dit que l'esprit, du moins, n'est pas troublé. Quand le corps est affecté et que l'esprit a perdu sa lucidité, on se dit qu'à tout le moins, l'âme demeure, principe inchangé. Et celui qui doute de l'existence de l'âme se dit à tout le moins qu'un sujet ou une personne perdure, à qui tout cela arrive. On se dit que malgré tout, un certain quelqu'un subsiste, à qui on peut encore attribuer un soi, qu'on peut nommer de son nom et dont on peut continuer de raconter l'histoire. Mais supposons précisément que ce soit ce quelqu'un, cet ultime support, qui soit devenu Alzheimer et qui s'anéantise à l'état vif. Comment alors poursuivre un récit qui sera sans héros? Est-on sûr qu'il y ait encore quelqu'un dont on puisse dire qu'il souffre et qu'il meurt? Pour Malherbe, ça ne signifie en aucun cas, il a ce doute très profond. Ça ne modifie en aucune façon son comportement. Ça n'a pas pour conséquence pour lui ce doute sur la continuation de la présence de son épouse, de le tenter de l'abandonner, de ne plus aller la voir. Il le dit très clairement, mais assez froidement. « J'ai le devoir d'assister mon prochain, j'accomplirai ce devoir, d'autant plus volontiers que l'autre m'est proche. » Je crois que même si on peut reconnaître une certaine justesse et une certaine pertinence à ces analyses, elles demandent à tout le moins d'être nuancées. D'abord, vous savez que la maladie d'Alzheimer est le plus souvent une maladie progressive. Et effectivement, dans le cas de Alice Holland, les pertes s'accumulent très vite, dans un temps très restreint. Mais très souvent, la perte qui est décrite dans le film comme se déroulant extrêmement rapidement est beaucoup plus progressive. Et surtout, comme le souligne Jean-Pierre Vernant, ce n'est pas vrai de dire « ce n'est plus lui, ce n'est plus elle ». Plus exactement, Jean-Pierre Vernant dit « c'est vrai et ce n'est pas vrai ». C'est elle et ce n'est pas elle. Ma femme que je vois qui a des troubles cognitifs, à la fois c'est elle et ce n'est pas elle. Je le cite. « Quand ma femme était vraiment très atteinte et que l'on disait qu'elle ne se souvenait plus des choses, qu'elle ne vous reconnaissait plus, vraiment, j'ai eu la preuve, après une absence, que quand elle m'a vu, elle m'a très bien reconnu. Et non seulement cela, mais même si elle ne parlait plus, si elle ne semblait plus faire attention à ce qui se passait autour d'elle, il y avait une couche dans son psychisme peut-être très biologique, très profonde, très instinctive et affective, où les choses étaient encore vivantes parce qu'elle me reconnaissait de façon indubitable. Ensuite, je crois que contrairement à ce que dit Ronald Dworkin, le caractère, la personnalité de la personne, ce à quoi elle est attachée, ce qui fait le genre de vie qu'elle a choisi, la personne singulière qu'elle est, ça ne nécessite pas d'avoir la conscience de sa vie comme un tout, de se souvenir de la totalité de sa vie. On le voit extrêmement bien dans le film, Alice reste attachée à des choses, il y a des choses qui lui tiennent fondamentalement à cœur. Deux choses en particulier. Elle voudrait que son mari prenne une année sabbatique en lui disant « c'est peut-être la dernière année où je serai moi-même ». Donc il voudrait qu'elle prenne une année sabbatique pour l'accompagner. Et elle voudrait que sa fille, qui est sur la côte ouest, très loin de New York, qui fait des petits rôles de théâtre, s'inscrive à l'université. Elle peut, pour Alice, elle a une vingtaine d'années, elle peut évidemment continuer à faire du théâtre ou du cinéma, mais pour Alice, c'est « je voudrais que ma fille aille à l'université, qu'elle ne reste pas dans une petite troupe, petite compagnie, à payer elle-même les salles dans lesquelles elle veut jouer ». Il y a deux choses qui lui tiennent fondamentalement à cœur, et avec la volonté qui est la sienne, elle essaie de tout mettre en œuvre pour que ça se produise.
ça signifie qu'il y a une persistance beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit de ces valeurs. Les personnes qui ont des troubles cognitifs, elles restent beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit capables de poser elles-mêmes les principes qui devraient gouverner leur vie, en tout cas les choses auxquelles elles sont attachées, et qui donnent sens à leur existence singulière. Donc, on a tort d'aller trop vite à la personne passée, et quand on a une décision à prendre, on a tort d'aller trop vite à ce que la personne aurait souhaité si elle avait pu prendre la décision. Il y a des personnes qui ne peuvent plus prendre un certain nombre de décisions, mais qui indiquent tout à fait clairement les principes auxquels ces décisions devraient appliquer. On peut faire exactement la même observation s'agissant de la conscience de soi. La maladie n'abolit pas totalement la conscience que la personne a d'elle-même. Bien sûr, vous avez toutes les composantes mnésiques de la conscience qui sont précocement altérées, mais vous avez d'autres éléments qui vous renseignent sur ce que vous êtes, qui ne relèvent pas de la mémoire. Par exemple, ça m'est arrivé plus d'une fois quand vous demandez à une vieille dame dans un accueil de jour ou dans un établissement d'hébergement quel est son âge, elle vous dit « je ne me souviens plus de mon âge, je ne sais plus très bien ». Et puis elle regarde ses mains et elle dit « d'après ce que je vois, je dois plus être du côté des 80 que du côté des 20 ». Et donc vous avez, Locke a raison de dire que l'identité comme conscience de soi, elle se construit en grande partie par la cognition et notamment par la mémoire et la conscience, mais elle a aussi d'autres canaux, vous avez d'autres informations qui vous renseignent sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes, qui sont notamment corporelles et surtout relationnelles. Donc on arrive là à une toute autre conception des maladies neuroévolutives et de la maladie d'Alzheimer, où non seulement la perte de l'identité est beaucoup plus tardive et beaucoup plus partielle qu'on ne le dit. Et pour certains auteurs, et je trouve cette pensée-là très intéressante, elle survient davantage en raison des autres, du comportement des autres, qu'en raison de la maladie. Le psychologue anglais Tom Kitwood, qui est extrêmement connu dans le monde anglophone, à la fin des années 1990, a montré qu'il y a un certain nombre de comportements, notamment qui sont le fait des professionnels, qui peuvent aboutir à une dépersonnalisation, qui ont pour effet de dépersonnaliser les personnes qui ont des troubles cognitifs. Ne pas laisser faire à la personne ce qu'elle est encore capable de faire. La tromper en cachant des médicaments dans sa nourriture. L'infantiliser, lui parler comme à un enfant. L'intimider pour obtenir ce qu'on veut. L'étiqueter, utiliser le diagnostic comme le principal outil pour comprendre la totalité de ses comportements et de ses conduites. La stigmatiser, la traiter comme un paria, individuellement ou collectivement. Plus exactement, donc vous voyez qu'ici, il concède qu'il y a une forme de dépersonnalisation dans ce qu'il appelle la démence, mais pour lui, elle est beaucoup plus le résultat de l'attitude des tiers qu'une conséquence inéluctable de la maladie. Eric Kiledjian. Le sujet est une personne qui peut dire « je » parce qu'on lui dit « tu » ou « vous » et pas « il ». Quand les interlocuteurs s'adressent au conjoint ou à l'enfant de la personne malade en sa présence et disent « il », ils dénient à la personne le statut de sujet. Quand les professionnels contournent la personne sans rechercher le contact visuel, ils signifient à celle-ci son insignifiance. Quand ils s'occupent de son corps sans lui parler, ils ont un rapport étriqué à la personne comme à un objet. Ce n'est plus un sujet vulnérable et pensant, cela devient un malade objet, une chose. Elisabeth Quignard, je cite, « Le malade d'Alzheimer semble devenir transparent, tout simplement parce qu'on ne le regarde pas, inaudible uniquement parce qu'on ne l'écoute pas. S'il s'est exprimé, on accorde souvent peu d'importance à sa parole, en cherchant à démontrer qu'il n'est pas en capacité de comprendre ni de décider. » Alice Holland, elle est obligée dans le film d'arrêter très vite d'enseigner et de travailler.
parce que ces étudiants se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce que ces cours sont beaucoup plus brouillons que par le passé. Ils se plaignent et on lui retire assez rapidement sa charge de cours. Lorsque ses petits-enfants naissent et qu'elle va à la maternité, tout le monde prend les bébés dans les bras. Et au moment de lui poser le bébé dans les bras, le gendre a un mouvement de recul, se dit « est-ce que je peux vraiment lui mettre le bébé dans les bras ?» Et il faut une autorisation spéciale pour que Alice puisse jouer son rôle de grand-mère, qui est une identité nouvelle pour elle, mais qu'elle peut tout à fait assumer, notamment dans ce cadre. Donc en renversant la chose, Keith Wood propose un modèle de soins qu'il appelle « centré sur la personne », « person-centered care », où il dit que l'essentiel du soin, ce qui est fondamental dans le soin, ce qu'est le soin, c'est de protéger l'identité, de la promouvoir, cette identité personnelle singulière dont on vient de parler. Que c'est ça le soin. C'est procurer de la sécurité, un sentiment de sécurité, faire en sorte que la personne se sente à l'aise dans l'environnement où elle est, procurer de la continuité, qu'il y ait un lien entre ce qui se passe, entre le passé, le présent, le futur, ce qui s'est passé hier, demain, ce qui s'est passé le matin, l'après-midi. Un sentiment d'appartenance, que la personne se sente que c'est sa place, qu'elle est acceptée. Un but, une direction dans sa vie, des choses qu'on lui propose, des activités qui font sens. Et ça, c'est extrêmement intéressant, je trouve, parce que quand Lucie Le Chevalier-Hurard a fait son enquête empirique de sociologue et qu'elle est allée voir comment travaillaient les aides-soignantes et les auxiliaires de vie dans une unité de soins de longue durée et dans un établissement d'hébergement, elle s'est aperçue que l'absence n'est pas considérée par les soignants qui la décrivent comme uniquement imputable à la maladie ou aux personnes. Elle vient aussi, cette absence, disent les professionnels, de l'organisation institutionnelle et des conditions de travail. Le travail d'aide-soignante est décrit comme un travail à la chaîne avec des automatismes intériorisés qui déshumanisent tant les gestes de soins que les personnes. Les sous-effectifs interdisent de manifester une attention à l'expression des malades et les professionnels sont placés devant une injonction contradictoire. On leur demande, c'est un impératif légal et déontologique, de ne rien faire sans recueillir le consentement de la personne. Ils se retrouvent en situation de travailler sans autrui, ou en tout cas, et parfois sur autrui. Ils ne parviennent pas du tout à travailler avec autrui. Et ce qu'elles font, cependant, malgré cette contrainte, dit la sociologue, c'est qu'elles produisent une présence de manière performative. Elles révèlent une présence maintenue, ou elles la produisent. Et ça, c'est un objectif fort pour elles. Elles mettent ces aides-soignantes, ces auxiliaires de vie, elles guettent des signes de réaction, elles interprètent certains gestes, certains sourires. Elles mettent à distance les coups, les injures en les mettant sur le compte de la maladie. L'absence d'intentionnalité permet de ne pas rompre le contact, de maintenir la relation. Et donc elles font plus que révéler une présence qui serait latente, qui affleurerait. Elles contribuent d'une certaine façon à fabriquer une présence par leurs gestes, par leurs soins, par leur attention, par leur sollicitude, en affirmant l'existence maintenue de la personne, en continuant à solliciter un retour, même si plus aucun exemple plus aucun échange ne semble possible. Elles font ce que dit Jean-Pierre Vernant, que je cite encore. Je suis convaincu que pour quelqu'un qui a l'Alzheimer, le fait d'être dans son entourage, pas seulement spatial mais aussi affectif, les contacts, la parole, tout cela éveille un écho à l'intérieur d'un personnage qui a une histoire et un développement psychique singulier. Je crois, non, je suis sûr que les contacts, le fait qu'on lui parle, même lorsqu'elle paraît ailleurs, tout cela résonne. À l'intérieur, il y a quelque chose. Vous voyez tout le contraste entre une identité conçue philosophiquement comme une permanence, une identité à soi d'un être singulier qui repose essentiellement sur la mémoire, Michel Malherbe, et une approche d'une identité qui relève plus d'une fidélité à soi-même, d'une présence, de ce que Ricoeur appellerait une ipséité, qui repose pas tant sur la mémoire qu'aussi sur le corps et d'abord sur les relations. Et c'est ce que montre
et je vais utiliser mes 10 dernières minutes pour cela, c'est à mon avis ce que montre le film. Je crois que répondre à Michel Malherbe, ce que je viens de faire ne suffit pas. C'est-à-dire que dire comme Vernant, il y a quelque chose, il reste toujours quelque chose, ça ne répond pas vraiment à ce que vit Malherbe et à ce que vivent certaines personnes, parce qu'en fait c'est l'affirmation d'une croyance, d'un postulat, qui dit en gros, l'identité c'est comme la dignité, ça ne peut jamais se perdre. On peut le penser, on est légitime à le penser, je fais partie des gens qui le pensent, mais je ne crois pas que ça réponde à la question précise et profonde que posent ceux qui doutent de la permanence de quelque chose, comme le dit Vernant. Il faut aller plus loin, et c'est à ça que nous aide le film. Je crois que l'art, la littérature, le théâtre, ici le cinéma, vont parfois plus loin que la philosophie, et la philosophie peut se mettre à leur écoute. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans ces 10 dernières minutes. En commentant 3 extraits, qui sont très précisément sur les questions que je viens d'aborder. Le premier extrait se situe au début du film. Alice a reçu un diagnostic. Elle va s'exprimer dans un colloque de l'association Alzheimer locale, devant une centaine de personnes. Ça a nécessité pour elle une très longue préparation. Elle a déjà des troubles de la mémoire très importants. Au début, elle avait préparé une conférence très... La maladie d'Alzheimer, ce sont des protéines qui s'accumulent, très scientifique. Puis elle l'a expliqué à sa fille, et sa fille lui a dit « Maman, peut-être que sa fille qui est à l'autre bout des États-Unis, peut-être que tu pourrais faire une conférence plus personnelle, peut-être que tu pourrais parler de toi, peut-être que tu pourrais parler avec ton cœur. » C'est ce qu'elle fait, mais comme elle a peur d'oublier ce qu'elle vient de dire, elle a un stabilo et elle note au fur et à mesure le discours qu'elle a prononcé, elle stabilote au fur et à mesure le discours qu'elle a prononcé pour ne pas relire plusieurs fois la même phrase. Qu'elle trouve un stratagème pour s'en sortir. Qu'est-ce qu'elle dit dans ce discours et que montre ce discours? D'abord, certaines choses qui paraissent très clairement donner raison à Michel Malherbe. Alice n'est très clairement plus la même Alice Howard qu'au début du film, qui donnait des conférences sans notes. Elle a des capacités qu'elle n'a plus. Il y a des capacités qu'elle a perdues. Oui, la maladie occasionne aussi toute une série de pertes, le film le montre, et que c'est très dur. Alice le dit, je la cite, elle est à l'association Alzheimer locale et elle parle devant les membres de l'association. Elle dit la chose suivante. « Toute ma vie, j'ai accumulé des souvenirs. Ils sont devenus, en un sens, mes plus précieuses possessions. La nuit où j'ai rencontré mon mari, la première fois que j'ai tenu mon manuel entre mes mains, avoir des enfants, se faire des amis, voyager dans le monde, tout ce que j'ai accumulé, tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur, tout cela est maintenant arraché. Comme vous pouvez l'imaginer, dit-elle, ou comme vous le savez, c'est l'enfer. » Mais dans ce passage, il y a aussi des choses qui paraissent totalement données à Tom Kitwood ou à Jean-Pierre Vernant. On se dit en permanence, c'est elle et ce n'est pas elle. Elle parvient à faire la conférence. À un moment donné, ses notes tombent par terre, on se dit c'est une catastrophe. Elle parvient par une pirouette à s'en sortir, à faire rire son auditoire, et même pour la première fois à l'émouvoir. Et elle continue en disant la chose suivante. « Qui peut nous prendre au sérieux quand nous sommes si éloignés de ce que nous étions auparavant ? Notre comportement bizarre, nos phrases tâtonnantes changent la perception que les gens ont de nous-mêmes et changent la perception que nous avons de nous-mêmes. Nous devenons ridicules, incapables, comiques, mais ce n'est pas ce que nous sommes, c'est notre maladie. Pour le moment, et là entendez la réponse avec la métaphore de la mort psychique, de la mort dans la vie, pour le moment, je suis encore vivante, je sais que je suis encore vivante, il y a des personnes que j'aime tendrement, il y a des choses que je veux faire dans ma vie. Je bataille contre moi-même parce que je ne suis plus capable de me souvenir de certaines choses, mais j'ai encore dans la journée des moments de pure joie et de pur bonheur. Et s'il vous plaît, ne pensez pas que je souffre, je ne souffre pas, je me bats pour rester présente aux choses, pour rester connectée à la personne que j'étais autrefois. Ce que montre ce passage, si on va encore un tout petit peu plus loin, c'est, me semble-t-il, encore autre chose.
c'est le travail sur soi totalement inimaginable que demande le fait d'apprendre à vivre avec des troubles cognitifs évolutifs. À ce moment-là du film, Alice n'est plus dans le déni, elle se présente comme une personne qui vit avec la maladie d'Alzheimer, elle a accepté son diagnostic. Et surtout, dit-elle, j'apprends tous les jours l'art de perdre, the art of losing. Je la cite. Je me dis, vis dans le présent. C'est vraiment tout ce que je peux faire. Vivre le moment présent et ne pas trop me blâmer, me culpabiliser pour maîtriser l'art de perdre. Une chose que j'essaierai de garder en mémoire, c'est le souvenir d'avoir parlé ici aujourd'hui. Je vais l'oublier, je le sais. Peut-être l'aurais-je déjà oublié demain, mais cela signifie beaucoup pour moi de parler ici, comme mon orgueilleux ancien moi qui était si fasciné par la communication. Ce qui me semble important ici, c'est l'effort qu'elle fait pour rester elle-même malgré les changements. Et cet extrait m'a fait comprendre quelque chose que j'entends depuis 10 ans, mais que je n'avais jamais compris. Vous connaissez, c'est le titre d'ailleurs de cette université d'été, Vivre dans le présent, ama diem, carpe diem. Mais c'est tout sauf un hédonisme. C'est pas du tout jouissons du moment présent. C'est une espèce d'énorme courage à juste être présente à ce moment-là, où Alice comprend qu'elle ne va plus pouvoir utiliser toutes les ressources qui étaient les siennes, qu'elle va venir se présenter avec un risque très important. Elle n'a plus ses souvenirs, elle n'a plus les capacités qu'elle a acquises toute sa vie. Elle se dit, je vais y arriver malgré tout. Et il y a Alice qu'on voit courir, qu'on voit faire du jogging, qui est une femme très volontaire, et on voit cet effort sur elle-même qu'elle essaye de faire. On ne connaît pas l'issue de ce combat, mais on sent qu'elle essaye de le faire. Donc ce n'est pas une leçon de sagesse, elle ne choisit pas cette situation, elle ne dit pas « la maladie m'a révélé à moi-même », elle dit d'abord « la maladie m'a fait perdre énormément de choses », mais elle montre qu'il y a une forme de dépouillement total à accepter. Le deuxième passage sur lequel je voudrais m'arrêter se situe au milieu du film. Alice, au début, est allée consulter un neurologue seule, puis elle va elle-même visiter une maison de retraite pour elle, ce qui donne lieu à une scène assez pénible où la directrice de l'établissement lui fait visiter la maison de retraite en lui montrant des personnes qui ne sont plus apparemment que l'ombre d'elle-même. Et la directrice de maison de retraite pense qu'Alice vient visiter la maison pour son père ou pour sa mère. Elle lui parle comme à la parente de quelqu'un qui serait un futur résident. Avant même d'être ressortie de la maison de retraite, Alice planifie son suicide. Elle enregistre 3 questions sur son téléphone pour tester qu'elle reste encore présente à elle-même, aux autres et au monde. Quel est le nom de ta rue? Quel est le mois de ta naissance? Quel est le nom de ta fille? Elle programme son téléphone pour que tous les jours, à 8 heures, son téléphone lui pose cette question. Et en dessous, il est écrit « Si tu ne parviens plus à répondre à ces questions, va sur ton ordinateur, il y aura un fichier vidéo et passe cette vidéo. » La vidéo dit la chose suivante. « Salut Alice, je suis toi. J'ai quelque chose de très important à te dire. Je pense que tu as atteint le point où tu ne peux plus répondre aux questions. Alors c'est l'étape logique qui s'ensuit. J'en suis sûr. Ce qui t'arrive, l'Alzheimer, tu pourrais le voir comme quelque chose de tragique, mais ta vie a été tout sauf quelque chose de tragique. Tu as eu une très belle carrière, un très beau mariage, 3 merveilleux enfants. Alors écoute-moi, c'est important. Assure-toi que tu es seul, va dans ta chambre. Dans ta chambre, il y a une commode avec une lampe bleue dessus. Ouvre le tiroir du haut. Au fond du tiroir, il y a une boîte avec des pilules. Il est écrit dessus « Prends les pilules avec de l'eau ». Il y a beaucoup de pilules, mais il faut que tu les prennes toutes, que tu les avales. Ensuite, va t'allonger pour dormir et surtout, ne le dis à personne. En réalité, donc, rien ne se passe comme prévu. Alice perd son téléphone. Elle croit qu'elle le retrouve un jour plus tard. En réalité, c'est passé plus d'1 mois après. Et donc, lorsqu'elle retrouve, elle n'est évidemment plus en capacité de répondre aux questions.
Et elle tombe par hasard sur cette vidéo, un jour où elle est seule chez elle, son aide à domicile n'est pas là. Elle est sur Skype avec sa fille qui est à Los Angeles, en train de discuter des projets de sa fille. Et elle découvre la vidéo par hasard. Et elle se voit, et elle s'entend, et elle entend ce que je viens de vous dire. Et là, comme Alice n'a plus du tout la mémoire de travail et la mémoire immédiate nécessaire pour mémoriser des consignes et les exécuter dans un second temps, il y a une scène absolument fascinante où Alice commence à monter les escaliers pour aller dans sa chambre, se retrouve sur le palier, ne se souvient plus ce qu'elle est venue faire, redescend, réécoute le message, remonte, ne se souvient plus, emporte l'ordinateur portable dans les escaliers, se retrouve devant la commode, sort les pilules, va dans la salle de bain, et au moment où elle est sur le point de les avaler, la porte d'en bas s'ouvre, l'aide à domicile est en rentrée, Alice lâche les pilules, et elle ne se suicide pas. Vous pouvez lire cette scène soit comme Michel Malherbe et vous dire, d'une certaine façon, c'est encore pire que ce qu'on croyait, puisque les malades n'ont même pas cette issue, même pas l'issue du suicide, même pas l'issue de mettre un terme à leur vie, puisqu'ils n'ont plus la continuité psychique qu'il faudrait pour le faire à ce moment-là. À l'inverse, vous pouvez le lire à la manière de Vernon ou de Kitwood. Peut-être qu'à ce moment-là, Alice n'est plus du tout capable de répondre aux 3 questions, mais elle conserve des aptitudes fonctionnelles, elle sait encore se préparer un thé, elle sait encore utiliser Skype, ce qui n'est pas donné à tout le monde, croyez-moi. Elle conserve des valeurs, elle conserve des intérêts critiques, elle est encore en train d'essayer de convaincre sa fille qu'il faut absolument qu'à la rentrée, elle s'inscrive à l'université. Donc en ce sens, heureusement qu'elle ne parvient pas à se suicider, si vous lisez comme Vernon et Kitwood, parce qu'à ce stade, elle est encore présente à elle-même, aux autres et au monde. Pour moi, le plus troublant dans cette scène, c'est le tout début de ce qu'elle dit. « Bonjour, Alice, je suis toi. » Je sais, pour ceux qui l'ont vu, je ne sais pas comment vous l'avez vu, cette scène. C'est assez indécidable. Et le film est beau parce que ce n'est pas un film à thèse. C'est assez indécidable de savoir si elle est autonome ou si elle est hétéronome à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression qu'elle entend une voix, qu'elle ne se reconnaît pas, et qu'elle obéit à une voix dans une forme d'hétéronomie totale. Et qu'on ne peut pas vraiment dire, contrairement à ce que pense Dworkin, que c'est comme dans les directives anticipées, où un moi compétent a autorité sur le moi compétent. Il y a un doute qui s'immisce sur l'identité à soi et la continuité des 2 Alice. Moi, j'ai le sentiment que c'est bien davantage une marionnette sous l'emprise d'une drogue, qu'elle est agie dans cette scène où elle monte les escaliers, que ce n'est pas sa volonté propre qui s'exprime. En tout cas, ça montre le caractère extrêmement simpliste des réponses qui vous disent la vie au stade avancé de la démence ne vaut plus d'être vécue, ça prouve exactement le contraire, et en même temps ça met le doigt sur le problème fondamental qui est celui de la continuité. 1 minute ? Oui. 30 secondes ? Ok. 20 secondes ? 1 minute. Le dernier passage, c'est la toute dernière scène du film. Alice est à un stade très avancé de la maladie. Son mari a accepté un poste à 2 heures de New York en avion. Sa fille Lydia est venue s'installer chez elle. Elle ne parle presque plus. Son visage est devenu presque inexpressif la plupart du temps. Elle est presque tout le temps mutique et sa fille lui lit un très beau passage d'une pièce qu'elle a apprise par cœur, qu'elle connaît par cœur, très beau, très poétique, Perestroïka de Tony Kucher, qui finit par cette phrase « Rien n'est perdu pour toujours ». Et à la fin de la lecture, Lydia va s'asseoir à côté de sa mère. Elle dit « Ça t'a plu ? Ça parlait de quoi ?» Et Alice, qui a du mal à s'exprimer, articule « Love ». Ça parlait d'amour. Ce qui est à la fois extrêmement lucide sur le sens latent du passage qui vient d'être lu, mais c'est une capacité qu'Alice a développée toute sa vie. C'est une remarquable interprétation de la scène, dans la situation dans laquelle elle est, puisque son mari s'est barré à l'autre bout des États-Unis, mais sa fille est là, elle est venue s'installer à New York pour s'occuper de sa mère. Et donc c'est une remarquable interprétation de la situation. Donc, pour moi, ce que montre ce passage, et je finis là-dessus, c'est
la contingence de cette permanence de l'identité. Moi, sur le plan des principes, je suis d'accord avec le fait qu'on ne la perd jamais. Si Alice n'avait pas sa fille auprès d'elle, cette identité aurait des difficultés à se manifester. Cette relation aurait des difficultés à se manifester. Mais le film ne vous fait pas la morale. Le film vous dit chacun a fait ce qu'il a pu. Le mari d'Alice a fait ce qu'il a pu. Sa fille a fait ce qu'elle a pu. Elle est venue, pas par sens du devoir, elle est venue parce que c'était le sens de sa vie. Son père lui dit « T'es un meilleur époux que moi ». Il dit « Non, c'est juste que je sais que je suis là où je dois être », qui est une belle formule de ce que c'est que l'identité. Et donc elle ne vient pas par devoir moral, il n'y a pas de louange morale de la fille et de blâme moral du mari. Chacun a essayé de faire ce qu'il pouvait. Et donc je voudrais finir par une citation très très courte de Pierre Pachet, qui à mon avis dit exactement la même chose, qui se trouve dans un livre qui s'appelle « Devant ma mère », c'est le tout début. « Enfant, m'a-t-on dit, je voulais être avec ma mère, ne pas la quitter, qu'elle ne me quitte pas. À présent, je ne peux plus être avec elle, ni même près ou auprès d'elle. Dans l'état où elle est, ce que je peux espérer, en allant la voir, en y passant du temps, c'est qu'elle regardera dans ma direction, sans me reconnaître vraiment, et qu'elle me permettra ainsi d'être devant elle, de lui parler, pour éveiller brièvement sa capacité à mimer une conversation, de lui donner à manger. Je la reconnais, je la regarde, l'écoute avec curiosité et douleur, pris dans cette relation étrange, asymétrique, qui demande que je lui donne du temps. Malgré notre connivence humoristique de toujours, à présent presque totalement détruite, je me sens devant une figure très ancienne, une statue faiblement animée, mais puissante, monumentale. Je vous remercie.